Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour. Vous publiez donc ce livre, Une démocratie endeuillée. C'est en fait la suite d'un autre ouvrage publié en janvier dernier, La démocratie confinée. Et c'est finalement la même démarche dans ces deux ouvrages, c'est-à-dire des chroniques écrites tout au long de cette crise sanitaire, dans lesquelles vous développez des aspects éthiques. Et votre principal constat dans ce dernier ouvrage, Démocratie endeuillée, c'est de dire que nous sommes aujourd'hui dans une société endeuillée, 119 000 morts des suites du Covid au total en France à ce jour. Et nous sommes finalement dans une société qui n'a absolument pas fait son deuil. C'est-à-dire que, selon vous, jamais nous sommes dans l'analyse de ce qui se passe depuis le début de cette crise sanitaire. D'abord, merci de l'invitation. Quand je dis qu'on est dans une démocratie endeuillée, oui. Endeuillée aussi de beaucoup d'illusions. On a été très vulnérabilisés à tous les niveaux, au niveau de l'État, au niveau de notre vie individuelle, au niveau de nos certitudes. Et donc, ce n'est pas uniquement le deuil des victimes qu'on déplore. Ils sont nombreuses. Il n'y a pas que les personnes qui sont décédées, il y a leurs familles qui sont touchées. Il y a des personnes malades qui n'ont pas pu se faire traiter, qui n'ont pas bénéficié d'accueil qu'ils auraient pu attendre de la part notamment de l'hôpital. Et vous voyez, en matière de cancérologie, les conséquences que ça va avoir et qui seront tragiques. Puis il y a aussi un deuil, me semble-t-il, du point de vue de la vie démocratique, parce que après le premier confinement, on était moins dans l'urgence, on aurait pu attendre un certain nombre d'initiatives en termes de débat de société. Et au moment où on est dans la perspective d'échéances importantes, qui touchent à la vie de la démocratie, on voit que le débat s'est radicalisé et que l'envie de démocratie, on a le sentiment qu'il s'est un petit peu estompé. Alors que pendant des mois, on a eu des solidarités. On a eu, j'allais dire, un rapport à l'autre qui n'était pas discriminant, qu'il soit migrant ou qu'il soit, j'allais dire, vulnérable. On a été vraiment dans des solidarités extrêmement fortes. Donc je dis, c'est ce deuil. Et quand vous êtes endeuillé, il faut surmonter un deuil. Et pour surmonter un deuil, il faut d'abord analyser ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent, la perte, les douleurs, et puis ensuite être dans des initiatives vis-à-vis du futur. Et donc, je dis, on ne se met pas aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vécu, dans une capacité de surmonter réellement tout ce qui a été défi, épreuve. Alors que beaucoup de choses exceptionnelles se sont passées. Je reproche qu'il n'y ait pas eu un inventaire. Vous savez que le président de la République a confié à Didier Pittet un rapport, qui est un rapport très intéressant sur à la fois ce qui s'est passé et comment se préparer à d'autres situations de crise. Et l'axe 3 du rapport de Didier Pittet, c'est très rapidement, il faut créer une concertation au niveau de la société pour essayer de diagnostiquer d'une certaine manière avec une méthodologie qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien ou mal passé. Encore une fois, ma critique, et j'en termine là-dessus, elle ne va pas contre le gouvernement. Je pense que chacun a fait ce qu'il pensait devoir faire. Ma critique, c'est que on aurait pu enrichir le processus gouvernemental décisionnel d'un certain nombre d'expertises qui n'étaient pas réductibles à l'expertise scientifique. Donc il fallait mobiliser la société. Et aujourd'hui, à quelques jours peut-être d'une 5e vague, je ne sais pas ce que le concept de vague signifie, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt à aborder des difficultés ? Si demain on avait un ravage plus important, une dévastation plus importante comme c'est le cas dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire face ? Et de quelle manière, encore une fois, notre démocratie sera résiliente ? Parce que finalement, pour revenir à cette gestion de crise sanitaire, vous nous dites que vous comprenez que ça a été finalement difficile à gérer, mais vous dénoncez quand même dans votre ouvrage une gestion de crise quand même très solitaire, un peu dans le huis clos de l'Élysée. C'est-à-dire que la gouvernance erratique n'est pas liée à la pandémie. Vous savez, moi j'avais sorti un gros ouvrage collectif sur le H1N1. Donc on avait travaillé l'hypothèse d'une crise importante entre 2006 et 2009 qui n'est pas heureusement arrivée. Et en fin de compte, il y a tout un ensemble de textes nationaux, des textes préparatoires internationaux, des textes de l'OMS qui disent quand on se prépare à une pandémie, il faut se préparer à la gouvernance de la pandémie. Et créer un rapport de confiance entre la société, les scientifiques et ceux qui gouvernent. Pour qu'il y ait un rapport de confiance, il faut que chacun soit reconnu dans ce qu'il peut apporter à la lutte,
soit reconnu dans ce qu'il vit, ce qu'il éprouve, notamment en prenant en compte les personnes les plus vulnérables, ce qui a été le cas de la part du gouvernement français, mais également dans le partage de l'information. Et vous voyez, quand vous faites d'éthique, moi je suis professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay, vous mobilisez un certain nombre de valeurs et de critères dans le diagnostic et puis aussi dans les lignes d'action. Et Claire Hédon, la défenseure des droits, a dit récemment que le gouvernement décide, c'est sa responsabilité, mais qu'on sache quels sont les critères d'arbitrage. C'est-à-dire, quand vous avez une gouvernance, vous devez pouvoir la justifier. Et vous devez être loyal. Vous devez prendre des mesures proportionnées. Et je vais vous donner, pour pas donner le sentiment que je suis dans les généralités, un exemple qui m'a frappé. Il y a eu donc le vote, il y a quelques jours, de la loi, en quelque sorte, qui va prolonger un certain nombre de dispositifs en termes de sécurité sanitaire et de vigilance. Et il y avait un article qui concernait les directeurs d'école, les directrices d'école, qui devaient être en capacité de connaître le statut virologique et de savoir si l'enfant était vacciné ou pas. Et le Conseil constitutionnel, le 9 novembre, a remis en cause et donc a censuré ce dispositif. Ça pose la question des fondamentaux, c'est-à-dire quelle est la proportionnalité, la justification d'une décision. Peut-être que dans une situation extrême, la mise en cause, comme ça a été le cas du secret professionnel de la part des médecins, peut-être que ça pourrait être justifié. Mais ce qui est important, c'est de se concerter et d'avoir des clarifications pour savoir au nom de quoi on motive une décision. Le président de la République, dans son allocution du 9 novembre, nous annonce que les personnes au-delà de 65 ans devaient absolument bénéficier de la 3e dose. Et je trouve que c'est un privilège dans notre pays. On dise des personnes vulnérables parce qu'elles sont très âgées ou parce que leur immunité, j'allais dire, n'est pas la même que des personnes jeunes et donc ont plus besoin que d'autres d'accéder à la vaccination. Je trouve que c'est plutôt un privilège et c'est plutôt une bonne chose. Mais d'assortir la vaccination en disant que les personnes qui ne seraient pas vaccinées le 15 décembre se verraient dans l'interdiction de bénéficier de leur passe sanitaire, vous voyez que du jour au lendemain, ces personnes-là, en particulier, n'auraient plus le droit de bénéficier de ce à quoi on peut accéder à travers le pass vaccinal, pour moi, est de l'ordre de la discrimination. Et il n'y avait pas de justification, pour 2 raisons. D'abord, beaucoup des personnes qui sont des personnes d'un certain âge et qui maintiennent une vie sociale sont extrêmement prudentes à l'égard de leur santé et souvent hésitent même à sortir et s'auto-confinent. C'est une réalité à prendre en compte. Et d'autre part, celles qui sont les plus concernées. On dit oui, il y a un certain nombre de personnes au-delà de 70 à 74 ans qui n'ont pas été vaccinées, qui n'ont même peut-être pas eu le premier vaccin. Interrogeons-nous pour savoir qui sont ces personnes. 900 000 d'entre elles, dit médecin, l'association des petits frères des pauvres, sont en situation de vulnérabilité, de désocialisation. Donc la problématique de l'accès à la vaccination n'est pas à prendre d'une manière homogène, comme s'il y avait une population homogène de personnes de 65 ans et plus. Et d'autre part, vous ne caractérisez pas une personne par rapport à son âge. Regardez à quel point la mobilisation de nos aînés est importante dans la vie publique, dans la vie associative, dans la vie familiale. Donc vous voyez, vous avez un certain nombre de mesures, alors vous vous dites, mais en quoi c'est proportionné de dire que c'est justifié et proportionné de dire que des personnes, parce qu'elles ont 65 ans, devraient être assignées à résidence si elles ne se sont pas vaccinées, j'allais dire, une 3e fois, alors que vous avez aussi des professionnels de santé qui pourraient avoir la même justification d'être vaccinés. Et pourquoi c'est pas à 50 ans? Bon, vous voyez, ce type... Finalement, tout ça, c'était pour dire... de discrimination, est-ce qu'elle ne concerne pas toute la population à travers ce pass sanitaire? Non, mais vous savez, moi je m'interroge, comme citoyen, pourquoi le chef d'État a décidé de cette annonce? Il aurait pu très bien dire 65 ans, il faut se faire vacciner. En plus, les gens, on parle de responsabilisation. C'était pour menacer les autres, en disant, vous savez, si demain vous ne vous faites pas vacciner, vous serez dans les mêmes conditions. Parce que, de fait, la vaccination est devenue obligatoire, si on veut. Et donc, plutôt que de dire qu'on fait, avec le pass vaccinal ou sanitaire, une espèce de régulation, et regardez à quel point les interventions du chef de l'État sont productives de ce point de vue-là, puisque chaque fois qu'il y a une menace, les gens se précipitent. Plutôt que d'avoir cette démarche qui, à mon avis, est une démarche très discutable d'un point de vue éthique, responsabilisons les gens.
mettez-les les uns les autres en capacité de montrer et de comprendre à quel point c'est un acte de citoyenneté, la vaccination, c'est un acte de solidarité, c'est un acte aussi militant d'un point de vue démocratique. On se vaccine pour soi et pour les autres. Essayons de comprendre aussi pourquoi certains sont réticents, sans être pour autant a priori discriminants. Quelque chose qui m'a choqué, et encore une fois, je suis pour la vaccination, quelque chose qui m'a vexé et vraiment choqué pour aller beaucoup sur le terrain, c'est qu'un certain nombre de professionnels, et je pense notamment du médico-social, des personnels aussi d'EHPAD, qui avaient été très très engagés et qui avaient pris énormément de risques dans un contexte, rappelez-vous au départ, où il n'y avait même pas de protection. Du jour au lendemain, on les a stigmatisés avec, l'absence d'un accompagnement qui aurait pu permettre, d'une certaine manière, plutôt que de leur donner ce sentiment d'être négligeable et d'être à ce point péjoratif par rapport à la mobilisation, plutôt que d'avoir une attitude plus nuancée. Bref, moi je suis contre les discriminations, et d'autant plus dans le contexte politique actuel, où il est trop facile de créer la partition entre les uns et les autres, sur des critères sanitaires, sur des critères sociaux. Bref, je pense qu'il faut être plus attentif que jamais à la rigueur dans le discours politique. Parce que là, on touche à une question essentielle que vous abordez à travers votre ouvrage, c'est comment arriver à ce que finalement la société se mobilise d'elle-même, j'ai envie de dire sans coercition. On a l'impression que depuis le début de cette crise sanitaire, c'est vrai que c'est l'État qui décide de tout. D'abord, on nous a trompés. Vous savez, comme dit une humoriste célèbre, on ne nous dit pas tout. Et je m'insurge contre certains éléments de langage. Quand on a dit les Français ne voulaient pas se faire vacciner, étaient réfractaires, sur quelle base a-t-on dit ça? Sur quelle évaluation? Je pense qu'il y a une telle défiance des politiques, des responsables de l'État, qui ont des charges lourdes vis-à-vis de la société, qui ne comprennent même pas que nous avons une société qui, au quotidien, se responsabilise. Je vous donne un élément qui, pour moi, est fondamental dans mon analyse. Vous avez vu que dans l'ouvrage, je ne suis pas uniquement dans la critique, j'essaie d'argumenter. Oui. Et je ne suis pas uniquement dans la critique vis-à-vis de ce qui a été fait, je reconnais aussi ce qui a été fait de positif. Moi, je suis né aux questions d'éthique dans les années SIDA. Donc une pandémie importante, avec une mobilisation de la société, avec une réponse associative qu'on n'a pas eue et qu'on aura par la suite, parce que maintenant, il y a des associations, par exemple, sur les Covid longs, qui reprennent toute une culture. Donc on est dans un après qui va, à mon avis, transformer totalement le paysage sociopolitique. Mais dans les années SIDA, ça a été la responsabilisation des uns et des autres. Ça a été une mobilisation qui a abouti à la démocratie en santé, la démocratie sanitaire, la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé. Qu'a-t-on fait en termes de démocratie sanitaire, si ce n'est de bafouer tout un dispositif qui existe? Je pourrais vous détailler, je le dis dans le livre, mais vous avez le milieu associatif, qui aurait pu être allié et j'allais dire partenaire dans certaines décisions. Quand vous avez la dialyse au quotidien, enfin en tous les cas à prendre 3 dialyses par semaine, quand vous êtes atteint d'une maladie chronique, quand vous êtes atteint d'une situation de handicap, angoissé pour savoir est-ce que vous allez bénéficier ou pas des moyens qui vous permettront de survivre s'il y a une complication, il y avait toutes ces alliances. On a une conférence nationale de la santé, on a ce qu'on appelle des CRSA, c'est-à-dire des dispositifs régionaux sur autonomie et santé. Tous ces dispositifs ont été balayés. Et en fin de compte, on a une prise de décision qui a été individuelle, celle du chef de l'État, confiné dans un conseil de sécurité sanitaire, avec une expertise, qui est l'expertise notamment du conseil scientifique, qui est plus une expertise biomédicale, qui est appréciée, prise en compte selon une décision qui est tout à fait discutable. Regardez, le président de la République, le 9 novembre, nous parle des plus de 65 ans, puis nous dit aussi, ça va être les 50-64 ans. Selon quelle argumentation scientifique? Même les instances qui auraient pu se prononcer sur la pertinence de ce choix n'ont pas été encore, prises en compte, puisque leur conclusion n'était pas rendue. Donc on est, et encore une fois, je ne mets pas en cause une gouvernance difficile, dans un contexte d'incertitude, dans un contexte de peur sociale, de menace, auquel s'ajoute le côté géopolitique que vous évoquiez encore tout à l'heure dans votre première partie. Oui. Donc je dis précisément parce qu'il y a énormément d'incertitudes, il faut créer les conditions pour que la société adhère en confiance et non pas en faisant du nudging. Vous savez, en matière de numérique, comment on fait de la pression,
comment, d'une certaine manière, on incite les personnes sans qu'elles soient totalement partie prenante de leur choix. Emmanuel Je dis on mérite mieux dans une démocratie moderne. Et s'il y a une telle souffrance démocratique aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, je pense, un certain nombre de personnes ressentent ça comme du mépris politique, du mépris. Vous restez avec nous, on va revenir dans quelques petites minutes, quelques petites secondes même. Vous nous appelez aussi pour participer à cette discussion 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. 13h23 sur Sud Radio, on continue de parler de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement avec Emmanuel Hirsch qui est président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique à l'université Paris-Saclay. Vous avez sorti ce livre Une démocratie endeuillée aux éditions RS. Oui, Emmanuel Hirsch, je voulais vous faire réagir à ces chiffres. Les patients Covid n'ont représenté que 2% au total des hospitalisations en France en 2020 et seulement 5% des admissions en soins critiques. Chiffres très commentés sur les réseaux sociaux. Ils proviennent d'un rapport de l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation. Alors on nous dit qu'ils ne suffisent pas à rendre compte en fait de l'impact réel de l'épidémie sur l'activité hospitalière, car ils ne tiennent pas compte notamment de la durée des hospitalisations qui a été plus longue pour les patients Covid. On nous dit aussi que cette pression hospitalière liée à la pandémie n'a pas été constante sur toute l'année. Mais Emmanuel Hirsch, tout de même, est-ce que ces chiffres vous interpellent? Est-ce que finalement on n'a pas surévalué l'impact de cette épidémie de Covid par rapport à d'autres pathologies, par rapport à d'autres maladies? Arthur Delaborde, vous avez déjà quasiment répondu à cette question. D'abord, il faut être très vigilant dans l'usage qu'on fait des chiffres et la signification des chiffres et le ressenti qu'on peut avoir. Alors effectivement, dans les chiffres, notamment dans les services de soins critiques, il y a eu à peu près 8% de personnes atteintes de Covid qui ont été accueillies pour des longs séjours. Donc ça a eu un impact. Et en plus, on regarde au niveau national, alors que l'impact a été par région plus fort dans certaines régions. On l'a vu quand même à travers l'histoire, malheureusement, de 19 mois de Covid. La région Île-de-France, PACA, l'Est ont été plus impactés. Donc le poids sur les services a été à prendre en compte d'une manière différenciée. Ce qu'on oublie de prendre en compte aussi, c'est les personnes qui ont été déprogrammées ou qui ne sont pas allées consulter. Oui. Et c'est à prendre aussi en compte, j'allais dire, dans l'analyse de la situation, puisque on sait à quel point on est dit que c'est entre 20 et 30% selon les périodes, y compris dans des périodes où on avait une certaine forme de sérénité, 20 à 30% de personnes qui n'ont pas été hospitalisées. Alors pour en revenir à vos chiffres, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'abord qu'il y a eu une super mobilisation des équipes qui ont travaillé au-delà de leur capacité. C'est toutes ces mobilisations, avec les conséquences qu'on voit aujourd'hui, notamment dans le sentiment d'injustice et de méconnaissance qui s'éprouve au niveau de l'hôpital. Donc pour répondre globalement, je pense que tout n'est pas une question de chiffres, c'est aussi une capacité d'accueil et une capacité de bien soigner. Et si vous regardez, de mon point de vue, qui est l'éthique, ce qui me semble le plus difficile aussi à prendre en compte et qui n'est pas chiffrable, si ce n'est aujourd'hui par le départ d'un certain nombre de professionnels dans des EHPAD qui fuient ou dans les hôpitaux publics, ce qui est à prendre en compte, c'est que le soin, la qualité de l'engagement, c'est pas uniquement du chiffre, c'est vraiment du temps passé auprès de la personne dans de la relation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, comment les équipes ont compensé. Et donc, au-delà des chiffres qu'on indique, je pense qu'il y a à chiffrer aussi, à quantifier, mais c'est très difficile à faire, le poids, le surpoids, à la fois pour les équipes dans les hôpitaux, mais également pour les personnes malades, pour les familles. Et le fait aujourd'hui, c'est une conséquence à prendre en compte du Covid-19, qu'un certain nombre de personnes ne bénéficient pas de l'accueil dont ils auraient pu bénéficier si le dispositif avait été à la hauteur des enjeux. Donc, pour redire les chiffres, ils ont leur signification, il faudra prendre aussi du recul. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir la mortalité dans les hôpitaux, puisque la mortalité liée à la Covid-19 est de l'ordre à peu près de 16 à 17% dans les chiffres qu'on a aujourd'hui. Donc, ça serait un petit peu indécent, comme je l'entends certains médecins aujourd'hui s'exprimer sur certains forums publics, en disant il ne s'est rien passé. Soyez rassurés, cette espèce de révisionnisme, alors qu'on est encore en pleine réalité, me semble non seulement indécent, inconséquent, mais assez vain. Emmanuel Hirsch, vous restez avec nous jusqu'à 14h. Nous avons Laurent de Bordeaux qui nous appelle au 0826 300 300. On en parle après ça. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde.
13h31 sur Sud Radio. Emmanuel Hirsch nous fait l'amitié d'être avec nous jusqu'à 14h. Il est président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay. Il sort ce livre Une démocratie endeuillée aux éditions RS. On file tout de suite comme promis au standard avec Laurent qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. On vous écoute. Écoutez, j'ai écouté attentivement tout ce qui vient d'être dit, pour lequel je partage beaucoup de choses. Et moi, j'ai un avis qui est un peu plus tranché, notamment par rapport aux patients Covid actuellement, parce que d'après ce que je lis dans les médias, a priori à l'hôpital, il y aurait 90% des gens qui sont non vaccinés. Et moi, par rapport à ça, si c'est la réalité, j'attends plus de fermeté de la part du gouvernement concernant le vaccin, parce que je ne supporterai pas que quelqu'un de ma famille ou de mes proches puisse manquer de soins à cause de gens qui ont refusé le vaccin pour une idéologie ou parce qu'ils sont pris pour des médecins ou pour de la défiance politique. J'ai vécu cette expérience à titre personnel puisque mon père a fait un infarctus pendant le Covid et on a eu un mal fou à trouver une place à l'hôpital. Alors il n'y avait pas de vaccin à l'époque, mais il aurait pu mourir dans l'ambulance du SAMU. Ça, je veux que ça se produise pour personne en fait. Donc moi j'attends un peu plus de fermeté, qu'on puisse sortir de cette crise avec le vaccin. Ok, le vaccin, ça n'empêche pas d'avoir la Covid, mais ça empêche les formes graves, et a priori, ça empêche d'aller à l'hôpital. Et les gens qui en ont besoin pourront se faire soigner. Les gens qui ont besoin pour une cause de cancer ou d'autres maladies importantes. Emmanuel Hirsch, c'est une vraie question déontologique. D'abord, je trouve que Laurent de Bordeaux, que je salue, dit les choses comme il les ressent, et comme beaucoup d'entre nous les ressentent. Nous ne sommes pas responsables politiques et on peut s'imaginer les dilemmes auxquels le chef de l'État est confronté, parce que mettre en place une obligation vaccinale, outre le côté un petit peu arbitraire que ça pourrait donner à penser, c'est quand même quelque chose de très délicat. Je me permettrai juste à Laurent, mais en 2 instants, de lui dire un dilemme qui lui permettra d'éclairer la situation du point de vue de l'éthique médicale. Vous avez des patients qui ont besoin de greffe, par exemple de foie, qui sont des personnes qui sont des alcooliques, pour prendre un précis. Et c'est poser la question, est-ce qu'une personne alcoolique peut ou non bénéficier d'une greffe d'organes si elle a une hépatite fulminante, peu importe, quelle que soit la raison. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas imputer à la personne une responsabilité qui ferait qu'elle n'aurait pas les mêmes droits que d'autres. Donc c'est ça aussi le critère de justice. Maintenant, je pense qu'on est dans une société où l'exemplarité est importante. On a aujourd'hui en France 76,7% des personnes qui se sont fait vacciner. Mais il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées qui adoptent des mesures aussi de précaution. C'est-à-dire, on voit à nouveau, et c'est dans l'actualité, que les mesures, laver les mains, la distanciation, le port du masque sont tout à fait indispensables parce que le vaccin a aussi ses limites. Donc c'est pas parce qu'une personne a priori n'est pas vaccinée qu'elle ne prend pas des mesures de précaution. De la même manière, c'est pas parce qu'une personne a 65 ans ou 70 ans qu'elle n'est pas en capacité elle-même de s'approprier les dispositifs de prudence. Elle le fera d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles, beaucoup davantage, parce qu'elles savent que leur vie en société est un fil qui est fragile. Donc, je réponds à Laurent qu'il a tout à fait raison. Et si on avait eu un débat de société public, c'est-à-dire qu'on aurait pu argumenter à travers des états généraux. Vous savez que le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par le gouvernement pour l'organisation de concertation, des représentatives citoyennes de la société. Il y a eu un certain nombre de réflexions qui ont été montées, notamment sur le pass sanitaire. Si vous regardez les conclusions sur le site du Conseil économique, social et environnemental, vous verrez que le gouvernement n'en a pas tenu compte. Donc, à un moment donné, le politique arbitre, tranche. Et je termine pour dire que si demain la situation devenait encore plus catastrophique, est-ce que le côté, j'allais dire, plutôt incitation qu'obligation sera encore soutenable? Et dernier point, nous avons en France le privilège aujourd'hui de bénéficier de vaccination. Regardez les pays du monde aujourd'hui qui nous envient. Donc qu'on considère aussi que c'est une chance de notre démocratie et des choix politiques, des stratégies vaccinales qui ont été menées, de nous permettre aujourd'hui de se poser la question. Alors, malheureusement, dans d'autres pays,
malheureusement, d'autres personnes ne peuvent pas se le poser. Oui, parce que cette vaccination aussi, elle a pu susciter des doutes, en partie aussi avec les incohérences qu'on a connues, les injonctions contradictoires tout au long de cette crise sanitaire de la part du pouvoir politique. On se souvient des masques, des tests, les conflits aussi entre les différents experts sur la vaccination. Ça n'a pas participé à créer un véritable climat de confiance. Je pense que vous posez une question qui est très importante. On a, et c'est quelque chose qui est aussi un dilemme pour le gouvernement, je disais la loyauté. En ce qui concerne la vaccination, on a quand même une grande transparence. C'est-à-dire, vous avez, même sur un site que je ne citerai pas, qui est un site qui est fait par des jeunes qui ont été extrêmement entreprenants et qui est un site de référence, vous avez toutes les indications sur le nombre de doses disponibles, comment elles sont réparties. Et vous avez, comme jamais, ça s'est fait dans l'histoire, puisque on peut dire aussi que la vaccination a un petit peu quelque chose d'expérimental. Rappelez-vous, c'est pas anecdotique. Le 9 novembre 2020, que Pfizer et BioNTech annoncent leur première étude. Oui, il y a un an, d'accord. Et on est dans une phase qu'on peut, et certains le considérer, un peu expérimentale, puisque c'est une innovation fondamentale en matière de l'approche vaccinale. Mais regardez ce qu'on appelle la sécurité vaccinale. C'est-à-dire les précautions au niveau international. Tout est observé. La pharmacovigilance adaptée à la vaccinovigilance n'a jamais été à un tel niveau d'exigence. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Mais quand vous faites de l'éthique médicale, mais dans les décisions politiques, vous regardez, ça a été souvent dit ces derniers mois, avantages, inconvénients. Et il est évident, et je donne juste un chiffre qui m'a beaucoup impressionné, c'est, pour pas prendre la France, même si des chiffres ont été souvent produits à cet égard, mais un chiffre qui était mis d'une publication internationale concernant Israël, où on a fait apparaître qu'il y a 14 fois plus de risques d'être en réanimation si on n'est pas vacciné que si on ne l'est pas. Alors encore une fois, tout n'est pas parfait, chacun doit apprécier ses responsabilités vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la société. Ce discours de responsabilité, qui est un discours de démocratie, aurait dû être posé plus haut. Et je pense qu'il y a eu effectivement le pass sanitaire qui a été, j'allais dire, imposé. Je pense que ce que vous dites, Laurent, méritera une réflexion en soi. C'est pour ça que j'aimerais qu'on ait un retour d'expérience et que des personnes comme vous puissent apporter vos arguments et qu'il y ait des contre-arguments. Effectivement. Laurent, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, j'entends bien l'argument sur la personne alcoolique, etc., qui n'a pas forcément choisi, puisque j'ai déjà entendu cette contre-argument qu'on m'a opposé. Mais bon, maintenant, je crois qu'on est aussi on a tous envie d'en sortir, et que je trouve aussi que ça fait partie de la solidarité nationale d'aller se faire vacciner pour se protéger soi et les autres. Vous avez, Laurent, parce que vous avez une expertise forte, vous avez quand même observé que un des points saillants de la critique que vous induisez, c'est la question de l'expertise scientifique. Et vous avez vu à quel point certains médecins ont été porteurs d'un discours qui a fragilisé le discours de la préconisation de la vaccination. Et même si ça a été d'une manière, j'allais dire, subreptice, quand vous avez certaines figures scientifiques qui ont été très médiatisées, voire surmédiatisées, sur lesquelles on revient aujourd'hui avec une critique qui est tout à fait fondée, vous voyez à quel point ça a été difficile de tenir un discours recevable alors que vous étiez dans des controverses, même si elles n'étaient pas soutenables. Donc il faudra interroger aussi toutes ces stratégies un peu perverses qui se sont mises en place au moment où les gens avaient besoin de clarification. Mais nous sommes dans une société du risque. Il va falloir qu'on admette, qu'on assume et qu'on intègre le fait qu'on est exposé à des risques et qu'il faut savoir à un moment donné décider pour soi et pour les autres. Et le gouvernement, dans ce domaine, a assumé ses responsabilités. Alors peut-être qu'on peut évoquer un autre risque, c'est celui de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Ça vient d'être autorisé aux États-Unis, ça nourrit un vif débat en France et plus largement en Europe, et ça pose là aussi des enjeux sur le plan déontologique, sur le plan éthique, qui sont relativement inédits. Tout à fait. Alors les enjeux sont pas totalement inédits parce que on a des débats. C'est que l'enfant ne peut pas consentir, il est mineur. Oui. Mais lorsque par exemple on propose à un enfant un traitement expérimental, quand on l'inclut dans une étude clinique,
on a de plus en plus décidé qu'il était fondamental de l'associer à la décision. Et sans être dans des aspects un peu difficiles, mais regardez, en fin de vie, l'enfant a beaucoup de lucidité. Et vous avez vu que dans certains pays qui ont dépénalisé l'euthanasie, Pays-Bas, Belgique, l'enfant, quand on considère qu'il a la capacité de discernement, est associé à la décision, y compris de l'euthanasie. C'est pour vous dire que la maturité de l'enfant dans la maladie interroge d'une certaine manière, on dit 18 ans, âge légal, est-ce qu'il n'y a pas aussi une capacité de se prononcer quand on est plus jeune, si on est en capacité de le faire. Donc ça, c'est un premier point, c'est la notion de consentement, et de plus en plus on développe, je ne vais pas le faire maintenant, j'ai fait un article dans le JDD il y a quelques jours sur l'assentiment. Un deuxième point, alors, pour moi, aussi fondamental, donc pour les parents, effectivement, il y a un dilemme en disant est-ce qu'on doit imposer ou pas. Mais l'enfant, il vit en société. C'est-à-dire il est membre de la collectivité. Et il y a tout un discours sur sa citoyenneté et toute une pédagogie de la responsabilité partagée. Je vois mal, vous voyez, c'est quelque chose, encore une fois, qui renvoie à nos personnes de 65 ans. En termes de justice, le fardeau doit être partagé. Entre guillemets, le fardeau, s'il y a une charge. Les risques doivent être partagés. Et s'il s'avérait demain que c'est protecteur pour l'enfant, qu'il n'y a pas de risque, c'est en tous les cas les évaluations qui... et que c'est bienfaisant pour l'ensemble de la collectivité, au nom de quoi on retrancherait uniquement sur des questions d'âge. C'est la même chose pour les personnes âgées. Donc moi, je n'ai pas à me prononcer sur les critères scientifiques, mais dans l'arbitrage des parents, il doit être concerté avec l'enfant quand il est en capacité de discernement, et de voir à la fois son bien-être, d'accord, en quoi ça peut lui être favorable. Et regardez, un dilemme éthique qui n'a pas l'air négligeable. Si des parents, au niveau de leurs convictions, s'opposent, pour des raisons non pas idéologiques, mais leurs convictions, je ne veux pas être péjoratif, à ce que leur enfant soit vacciné alors qu'il est dans un contexte qui le justifie. Pour exemple, il y a des contextes de morbidité, parce que, par exemple, l'enfant est obèse. En fait, il peut y avoir... quelle est l'instance qui va arbitrer de l'intérêt supérieur de l'enfant ? Vous voyez, c'est une question importante. Et en matière, par exemple, de médecine, on dit qu'une personne vulnérable qui serait exposée à un risque supplémentaire du fait de ses enfants, on doit faire un signalement au procureur de la République. Vous voyez, la maltraitance. Mais il peut y avoir aussi une maltraitance à l'enfant quand son intérêt direct n'est pas pris en compte. Oui. Donc tout ça pour répondre par rapport à votre question, c'est une question fondamentale aujourd'hui. C'est une question qui touche aux vulnérabilités. Et de la même manière qu'on parle du consentement de la personne adulte, qui a été quelquefois mis entre parenthèses dans les EHPAD, pour les personnes notamment atteintes de maladies neurodégénératives qui sont plus en faculté de discernement, je pense que c'est une question qui doit être posée publiquement. C'est-à-dire, c'est pas d'une manière discrétionnaire ou dans l'urgence qu'on doit prendre la décision. Dernier point par rapport à des questions de fond. On dit, on est dans l'urgence, le gouvernement n'a pas le choix. On nous fabrique aussi de l'urgence parce que on pouvait aussi anticiper qu'on n'était pas sur une ligne tranquille, qu'on pouvait avoir nouveau des assauts et des nouvelles confrontations. Ce qui se passe aujourd'hui est augurateur, en quelque sorte, auguratif de quelque chose qui peut être difficile dans les mois qui viennent. En quoi l'a-t-on préparé ? En quoi, socialement, s'est-on concerté ? En quoi ça-t-il pas été ou pas intégré au débat parlementaire qu'on a eu sur la loi sur la vigilance sanitaire ? Donc je dis à un moment donné, prenons les choses au sérieux. On est une société, on l'a vu à travers vos émissions. Mais j'écoute souvent vos interlocuteurs qui sont les auditeurs, c'est la société. Ils ont à la fois quelquefois des attitudes extrêmement entières, très, très profondes, qui touchent à ce qu'ils sont, mais ils ont aussi une intelligence du réel. C'est l'intelligence de la société. Qu'est-ce qu'on fait de cette intelligence collective ? Et je le dis d'autant plus au moment où on rentre dans des périodes difficiles, dans la perspective de la présidentielle. Qu'est-ce qu'on fait de l'expertise de terrain ? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a gagné dans le contexte difficile de la crise ? Y compris, qu'est-ce qu'on fait de l'expertise des gens aujourd'hui qui sont les endeuillés ? Il y a des gens qui ne s'en remettent pas par la méconnaissance ou la non-reconnaissance de ce qu'ils ont vécu. Voilà, c'est tout un ensemble de questions. Ça vous paraît un peu de la parole. Je vais beaucoup sur le terrain. Et je dirais que ce qui me frappe, et ça va complètement à l'encontre à mon avis, du sentiment du gouvernement, ce qui me frappe, c'est que chaque fois que je vais sur le terrain pour discuter dans des débats et quelquefois dans des formations, j'explique quelles sont les valeurs dans le contexte d'une pandémie. Il y a quelques jours, c'était avec des infectiologues. Il y a quelques jours, c'était au ministère de la Santé avec des gens de la démocratie en santé. Les gens ne sont pas dans la récrimination par rapport au gouvernement. Ils sont dans un apprend en disant comment tirer compte de ce qu'on a fait pour être plus en capacité demain de faire front.
en démocrate. Emmanuel Hirsch, vous parlez de nos auditeurs, et il y a encore beaucoup de questions à vous poser. On prendra notamment après ça Jean-Paul de Draguignan, et on remercie Laurent de Bordeaux de nous avoir appelé au 0826 303 101 tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. 13h49 sur Sud Radio. Emmanuel Hirsch est toujours avec nous. Il est l'auteur de ce livre, Une démocratie endeuillée, aux éditions RS. Et on continue avec nos auditeurs, avec Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Vous avez une réaction suite aux propos de notre invité. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à votre invité. Écoutez, c'est une émission très intéressante que j'ai pris en cours. Moi, j'ai un avis, si vous voulez, partagé sur la vaccination. Je suis vacciné, j'ai eu mes 2 doses de vaccin. Mais par contre, je reconnais à tout un chacun le droit à ne pas se faire vacciner. Je pense que dans notre démocratie, la liberté doit rester quelque chose d'important, de pesé, de réfléchi, mais qu'en conscience, chacun doit être libre dans ce domaine d'agir comme il l'entend. De plus, je considère qu'il y a eu de graves erreurs de nos dirigeants, que ce soit du ministre de la Santé ou du président de la République, par la manière dont ils ont abordé les choses et la manière dont ils se sont, comment dirais-je, adressés aux Français. Il y a eu un grand mépris, une grande forme d'arrogance, je trouve, et un grand manque d'explication dans la manière où on n'a pas ressenti que l'on était considérés comme des adultes qui pouvaient réfléchir aussi à la manière dont ils voulaient être soignés. Je crois qu'il aurait été beaucoup plus productif de laisser les médecins aussi soigner autrement. Et je pense qu'on aurait pu amener les personnes à accepter le vaccin d'autant plus facilement qu'ils auraient eu un choix différent. Voilà ce que je pense. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, à la manière dont ça a été abordé. Et je suis toujours resté triste pour les personnes qui ont perdu des proches et qui n'ont pas pu les voir avant leur décès. Oui. Tout cela a été lamentable et reste pour moi quelque chose de terriblement dramatique. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire à Jean-Paul d'abord que je trouve son exposé, la manière dont il dit les choses, tout à fait remarquable. C'est ce que j'appelle l'intelligence. Voilà, l'intelligence qu'on a beaucoup négligée. L'intelligence de la personne qui est en société, qui a son expérience, qui discute avec ses amis et qui se fait une opinion. Et ce dont on a besoin dans une société, c'est ça. Donc je trouve que la nuance dans vos propos et le respect de l'autre pour ce qu'il est, c'est quelque chose d'important que vous faites bien passer. Puis je voulais dire sur la dernière partie, pas plus tard que ce soir, à l'église Saint-Sulpice à Paris, on organise un concert avec le Requiem de Mozart, avec l'association Tenir la main, donc l'Espace éthique Île-de-France et l'association Tenir la main, qui réunit des personnes endeuillées. Et donc en hommage aux 118 700 victimes de la Covid-19. Donc c'est quelque chose pour moi de fondamental. C'est-à-dire on n'est pas à déplorer des anonymes, on déplore des personnes qui parmi nous, et pas uniquement les personnes qui sont mortes de la Covid-19, mais les personnes qui sont mortes dans ces temps de Covid-19 sans la reconnaissance, sans l'accompagnement, avec des obsèques qui ont quelquefois été très discutables. Donc merci de votre intervention. Et vous voyez à quel point c'est intéressant d'être dans Sud Radio. On a à la fois du contenu à travers notre échange, et puis vous avez des prises de position, puisque je vous écoute, qui sont quelquefois plus entières. Mais je dis aux auditeurs, vos positions, elles sont toutes respectables. Et avoir une opinion, c'est respectable. Mais il faut faire dans une démocratie aussi l'effort de l'argumentation. C'est-à-dire, une fois que vous avez une opinion, essayez de la confronter à d'autres. Et on voit à travers l'intervention de Jean-Paul que les choses ne sont pas ou blanc ou noir. Il rend hommage à certains égards au gouvernement sur certains points. Il le conteste sur des prises de position qui étaient abusées, qui ont été contradictoires. On l'a vu aussi avec Olivier Véran récemment sur l'histoire du pass vaccinal, que j'appelle pass vaccinal alors que c'est le pass sanitaire, sur l'obligation ou pas obligation. Chacun est dans une approximation. Il faut aussi reconnaître que c'est difficile de gouverner.
Et ce que Jean-Paul a dit, ce qu'on reproche au gouvernement, c'est pas d'avoir tergiversé parfois, c'est une forme d'arrogance et une sorte de mépris qu'on a ressenti les uns et les autres. Puisqu'il nous fallait attendre, comme ça a été le cas mardi dernier, il fallait attendre que l'oracle s'exprime et nous dise d'une manière un peu sentencieuse, même s'il met les formes qu'on a un grand esprit comme chef de l'État, il fallait attendre l'oracle pour savoir dans quel sens on allait aller. Et encore une fois, si demain on nous annonce nouveau une intervention, vous savez qu'il y a différents niveaux dans les interventions. Il y a celle du Premier ministre, celle du ministre de la Santé, mais il y a l'intervention supérieure qui est celle du chef de l'État. Si on nous annonce demain une nouvelle intervention du chef de l'État, on n'aura quoi s'inquiéter. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on gère une crise sanitaire qui nous touche aussi profondément. Emmanuel Hirsch, vous restez avec nous jusqu'à 14h. On remercie Jean-Paul qui nous a appelé de Draguignan et nous accueillons Antoine de l'Aude. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bonjour à vous Antoine. On vous écoute. Eh bien, c'est très simple. Autant je partage en partie, je dis bien en partie, les propos de l'interlocuteur précédent. Il y a eu un autre interlocuteur qui m'a fait réagir auparavant et qui se plaignait et qui accusait, c'est tout juste si on n'était pas voué au bûcher parce qu'on refusait d'être vacciné, ce qui est mon cas. À mes 70 ans et vu ma santé, si je suivais la doxa officielle de ces messieurs qui nous ont menti pendant tant de temps, alors on va dire oui, on ne savait pas, mais quand on ne sait pas, on consulte tous les scientifiques et non pas ceux d'un seul bord inféodés qui ont tant de conflits d'intérêts. Je dis bien, on consulte tout le monde et on ne jette pas ceux qui ne sont pas d'accord. Eh bien, moi, pour moi, ça a été grâce à Dieu une petite grippette au début octobre. Ça m'ennuyait, aucun signe vraiment, etc. Et je l'ai eu, je l'ai attrapé grâce à un monsieur qui avait ces 2 vaccins et qui était tout fier. Je suis complètement protégé et je ne peux pas transmettre parce qu'il suivait, bien sûr, la doxa et les messages publicitaires que le gouvernement fait passer dans radios et télé. Et bien voilà, et je n'ai pas j'ai été protégé parce que ça fait 1 an et demi que j'ai renforcé mes défenses immunitaires et dès que j'ai eu quelque chose, j'ai grâce à Dieu un médecin qui soigne. Et comme on n'a pas laissé les gens, les médecins soigner, c'est-à-dire diminuer les effets et diminuer la gravité, avec différentes solutions, que ce soit l'azithromycine, que ce soit l'ivermectine, qu'est-ce que vous voulez, regarder les résultats du Japon actuellement et de l'Inde, etc. Laisser les gens soigner, laisser les médecins faire leur boulot. Et alors, Antoine, quand cette personne auparavant me disait que c'était son pelle, l'infarctus, etc., la seule chose que je demande, et j'en termine là, rapidement, comme disait un président décédé, foutez la paix aux Français, laissez-nous vivre, on est assez surveillés, fichés, tracés, il y en a marre, foutez-nous la paix, on sait ce qu'on fait. Moi j'ai été vacciné, des raisons professionnelles, la fièvre jaune... Antoine, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, je voudrais juste écouter une petite réponse de Emmanuel Hirsch pour conclure. Je respecte la position d'Antoine. D'abord, elle est aussi forgée à travers son expérience. C'est le regard qu'il porte sur la situation. Si Antoine, demain, est président de la République, c'est peut-être quelque chose qu'il envisage pour la suite, peut-être qu'il aura une position en tenant compte aussi de l'intérêt plus général. C'est-à-dire en se disant, effectivement, on doit respecter chacun, autant faire se peut, dès lors qu'il est respectable. Mais je donne juste un exemple, et je termine vraiment sur ce point. Si, par bonheur ou malheur, demain, vous vous trouviez dans un établissement comme un EHPAD, et que vous vivez en collectivité, est-ce que votre choix d'être ou pas vacciné se situera de la même manière en termes de libertés individuelles? Mais merci en tous les cas, et c'est ça qu'est l'éthique, de nous avoir posé des questions. Merci à vous Emmanuel Hirsch d'avoir été avec nous pour cette discussion passionnante. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à cette discussion. Tout à fait. Merci Arthur, bon week-end. On se retrouve lundi. André Berkoff est de retour. Le flash de 14h et Brigitte Lay jusqu'à 16h. Bon week-end.